Ok, alors en introduction très rapidement et très brièvement, donc The Machinery, on est un laboratoire d'innovation, on est spécialisé en growth marketing et en market testing. Le principe est très simple, c'est qu'on a développé une méthodologie qui permet d'aller tester en conditions réelles des stratégies simples. On va d'abord étudier une stratégie, qu'on va ensuite faire découler en cartographie d'audience et en scénario de test, de manière à ensuite pouvoir s'adresser via différentes méthodologies, notamment certaines que je vais vous présenter aujourd'hui, pour pouvoir aller mesurer des coûts d'acquisition et votre capacité à scaler, votre capacité à traduire votre discours auprès d'une cible et que cette cible puisse y répondre favorablement en y faisant X ou Y actions. Et très souvent, on va chercher à récupérer un email. On est une petite dizaine, on aime bien les classes vertes et surtout à la montagne. Voilà, c'est une super ambiance. On est tous à Paris maintenant et en remote au vu du contexte actuel. En termes d'écosystème, aujourd'hui, The Machinery a réussi à développer quelque chose d'assez large, puisqu'on intervient aussi bien dans nos écoles pour accompagner les étudiants à la formation, pour accompagner et transmettre ces méthodologies de travail, et puis bien évidemment aller gagner un petit peu notre croûte, donc notamment chez les grands comptes et chez les startups, avec tout un environnement de partenaires, de structures d'accompagnement dont bien évidemment Creative Valley. Alors ça va se dérouler finalement en 3 temps, mais assez rapide. D'abord un petit constat, ensuite une approche où je vais vous partager un certain nombre d'éléments. C'est surtout ici qu'il faudra bien retenir les éléments qui sont présentés. Et ensuite, je vous déroule la méthodologie. Alors le constat est finalement assez simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 700 000 créations d'entreprises, enfin près de 700 000 créations d'entreprises en 2018. En 2019, les chiffres sont incroyables puisqu'on a dépassé les 800 000 créations d'entreprises. Et j'ai appris cette semaine qu'au mois d'août de cette année, il y avait eu plus de 80 000 immatriculations de nouvelles entreprises sur un mois. Donc, c'est juste hallucinant. C'est en même temps une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on est sur un marché de l'entrepreneuriat qui est relativement dynamique, quels que soient les secteurs et les formes de création d'entreprise. La problématique, malgré tout, c'est que certaines études démontrent que 7 à 9 boîtes sur 10 ne passent pas le cap de la première année. Et pour 42% d'entre elles, cet échec à la fin de la première année est lié à l'absence de marché. Alors, ça peut être une problématique assez franco-française, mais globalement, quand on a un besoin, on le développe. Ça, c'est une méthodologie qui, pour nous, n'est plus viable aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'on a les outils nécessaires pour pouvoir aller mesurer l'appétence de son idée avant de la développer. Et pour nous, ça, c'est fondamental. Comment je vais valider que je suis capable de transformer ma cible avant même d'avoir développé un produit? Et c'est tout l'intérêt de notre méthodologie. Alors, l'approche. Premier élément de l'approche, le framework ART. Je ne sais pas si c'est un framework que vous connaissez. C'est un framework qui est né, aux États-Unis d'un modèle freemium, tout simplement, hein. Donc, pour rappel, Spotify ou Deezer sont des modèles freemium où vous pouvez avoir une utilisation gratuite mais bridée et vous pouvez à un moment donné passer sur du premium pour avoir une, une expérience du service qui soit la plus complète possible. Donc sur ce modèle-là, ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment la boussole de la vie de votre utilisateur, la vie de votre client au sein de votre parcours. Et c'est pour vous la possibilité d'avoir un modèle qui vous permet de traquer les performances de votre growth hacking, de votre structure et de votre stratégie marketing digital. Alors pour le découper, hein, c'est assez simple. On a d'abord la phase d'acquisition. On pourrait même ajouter un autre A avant tout ça, ce serait l'awareness, hein, la capacité à se faire connaître. Mais sur le modèle un petit peu basique, on a acquisition, donc comment est-ce que je vais générer du trafic auprès de ma solution. Ensuite, on a l'activation, comment est-ce que je vais transformer ce trafic. Ensuite, on a la rétention, comment est-ce que je vais faire revenir les utilisateurs que j'ai réussi à activer. Le referral, comment est-ce que je transforme mon utilisateur en ambassadeur. Et enfin, le revenu, comment est-ce que je gagne de l'argent grâce à mes clients. Alors, n'ayez pas de crainte, vous pouvez très bien faire évoluer ce modèle, c'est-à-dire que le revenu peut intervenir à un autre endroit. Vous pouvez très bien vous dire, moi, je ne suis pas sur un modèle freemium, donc je vais avoir de l'acquisition, je vais ensuite générer de l'activation, ça va me permettre de récupérer de la data, il va acheter ma solution et je vais chercher à le faire revenir et à le transformer en ambassadeur.
Donc, pas d'inquiétude, hein. N'hésitez pas à faire évoluer le modèle. Moi, le conseil très actionnable que je peux vous donner, c'est de prendre un fichier Excel, vous utilisez le R, vous faites une feuille par item et il va falloir lister les différents leviers, les différentes actions que vous allez mettre en place pour chacun de ces items. Pourquoi l'acquisition et l'activation sont encadrés ici? C'est parce que c'est le focus de notre méthodologie et pour une raison aussi très simple, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas craqué déjà cette équation de est-ce que je génère un trafic suffisamment sain et est-ce qu'il est suffisamment sain pour l'activer et donc quel est mon taux de transformation entre le nombre de trafic généré et le nombre de personnes activées. Tant que ça, ce n'est pas craqué, ce n'est pas nécessaire d'utiliser et de consommer des ressources pour le reste du tunnel. Donc, fondamentalement, il faut se concentrer d'abord sur votre acquisition et votre activation. Est-ce que vous arrivez à générer le bon trafic pour avoir de bons métriques et une bonne activation? Autre élément de l'approche, c'est une notion d'intensité que nous partage Sam Altman, un des fondateurs du Y Combinator, qui a fait un MOOC avec Stanford. Vous avez le petit lien en bas et puis de toute façon, pour ceux qui le souhaitent, la présentation vous sera partagée. Il nous explique quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'au début de votre projet, il faut vous concentrer sur une faible population qui va aimer passionnément ce que vous faites, plutôt qu'une population plus ou moins large qui affectionne plus ou moins ce que vous faites. Ça a plusieurs vertus, hein, mais la première qui pour moi est fondamentale, c'est que plus vous allez vous adresser à des niches, plus vous allez vous adresser à des audiences qui sont spécifiques, dont vous comprenez le problème, plus vous allez pouvoir adapter votre discours, il sera donc spécifique et vous pourrez répondre exactement aux besoins que représente cette cible. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est devenu fondamental. Le marketing d'aujourd'hui s'adresse de façon extrêmement précise. Donc, vous devez avoir cette capacité à comprendre de façon très profonde chaque segment de votre marché de manière à pouvoir lui adresser un discours spécifique et bien évidemment une expérience absolument unique qui est liée à ces problématiques. Je vais vous donner un exemple assez intéressant qu'on aime bien utiliser, j'espère en tout cas qu'il vous fera sourire. Si aujourd'hui, on est 11, 12, on est peut-être un petit peu plus. Si aujourd'hui, on décidait d'aller tous ensemble dans un bar et qu'il y avait une personne seule à ce bar, garçon, fille, je vous laisse choisir, vous avez pour seule information, c'est sa couleur de cheveux et sa marque de chaussures. L'exercice, ça va être d'aller récupérer son numéro de téléphone. Je ne doute pas de vos capacités à tous et à toutes d'y arriver, mais on va s'accorder pour dire qu'avec ce peu d'informations, ça ne va pas être l'équation la plus facile pour aller obtenir ce que vous voulez. Maintenant, on va faire le même exercice et je vais vous dire que cette personne va au restaurant italien toutes les semaines, fait un tennis avec son père tous les dimanches, habite dans le 13e arrondissement, fait une fac de lettres et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne va pas être plus facile d'aller récupérer son numéro de téléphone? A priori, oui. Pour une raison simple, c'est que comme vous avez une meilleure connaissance du contexte, vous allez pouvoir vous adresser à elle de façon spécifique. Le principe de vos clients est exactement le même. Vous devez avoir un niveau de connaissance extrêmement fin de votre client, de manière à pouvoir adresser exactement le bon sujet au bon moment et avoir donc de la rentabilité sur votre acquisition. Encore un autre élément dans l'approche, la notion Facebook. Alors, je ne sais pas trop quelle est la répartition B2B, B2C parmi vous, parmi ceux qui sont avec nous ce matin. On n'a pas de part chez Facebook et on n'est pas fan de l'outil. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas un outil plus puissant que ce que Facebook nous met à disposition, en tout cas pour des marketeurs. Donc, vous avez quelques chiffres, hein, c'est quand même assez hallucinant. Vous avez 50% de la population française qui est présente. C'est des utilisateurs actifs mensuels. On a une moyenne d'utilisation qui avoisine les 50 minutes par jour. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous pouvez dans vos mobiles, dans les paramètres, il y a maintenant normalement, en tout cas sur les Android, ça existe, un onglet bien-être. Et dans cet onglet, vous pouvez regarder la durée d'utilisation des applications que vous avez sur votre téléphone par jour au quotidien. Et vous allez voir que potentiellement, vous faites partie de ces gens qui, certains jours, utilisent Facebook plus d'1 heure, voire parfois près de 2 heures par jour. Donc, n'hésitez pas à regarder, hein, ça peut vous aider à prendre conscience de certaines choses. Et bien évidemment, on a un peu plus de 2,4 milliards. Alors là, j'ai mis 2,2, mais il me semble qu'on est à 2,4 milliards d'utilisateurs en monde actifs mensuellement sur les plateformes Facebook. Et ce qui va nous intéresser ici en termes de marketing, en termes de growth, c'est que Facebook va utiliser des comportements et des indicateurs qui sont liés à l'utilisation de leurs outils. Donc, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de biais dans la récolte, c'est du comportemental, ce qui est extrêmement intéressant.
Et pour nous, ce qui est passionnant, c'est que c'est un espace sur lequel on ne vous connaît pas et on ne vous doit rien. Donc, quand il s'agit de passer cette épreuve du feu et d'aller valider votre capacité à transformer une cible par votre idée, pour nous, il n'y a pas meilleur endroit pour le faire. Alors, je vous mets quelques petits logos quand même pour vous rappeler que Facebook, c'est aussi Instagram, c'est Messenger, c'est WhatsApp qui, de toute façon, pour le moment, n'est pas ouvert, et c'est le réseau Atlas, qui était une régie e-commerce publicitaire que Facebook a racheté en 2013 de mémoire, et qui permet aujourd'hui à Facebook de gérer tous ces sites e-commerce. Donc, bien évidemment, l'utilisation de LinkedIn sera aussi très utilisée dans le cadre de cette méthodologie, en fonction de votre secteur, en fonction de ce que vous avez envie d'y faire. Néanmoins, vous avez un accès gratuit sur Facebook à des données qui sont absolument hallucinantes, et je vous ferai une petite démo juste après. Autre élément, encore un petit en plus, l'A/B testing que, a priori, aujourd'hui, tout le monde connaît dans son fondement de base, c'est-à-dire comment est-ce que je teste différentes versions de ma solution auprès d'un trafic homogène pour mesurer le niveau de performance. Donc ça, c'est finalement quelque chose auquel on est confronté nous-mêmes au quotidien par les outils qu'on utilise, des Facebook, des Gmail, des Booking, énormément de sites qui nous A/B testent en permanence. Donc là, ici, le principe, c'est bien celui-là. J'ai deux versions de ma solution. Je redirige grâce à des outils mon trafic de façon homogène et j'analyse la performance de mes deux versions. Ce qui est à retenir, c'est que si vous commencez à rentrer dans les chantiers d'A/B testing, c'est que vous avez un trafic récurrent et d'une certaine quantité, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut avoir un minimum de trafic mensuel pour commencer à s'intéresser à l'A/B testing. Et un autre des fondements principaux de l'A/B testing, c'est surtout de faire des micro-transformations. On ne cherche pas à changer de tout votre solution. Là, même ici, sur le schéma, c'est un petit peu grossier. Il faut vraiment être sur de la micro-transformation pour analyser la performance de cette transformation vis-à-vis de la version A ou de la version B. Bon, là, c'est pareil, quelques exemples un petit peu grotesques, mais on voit que les colonnes sont inversées à gauche, on voit qu'on peut changer le positionnement d'un bandeau, changer la couleur, changer du wording, changer de la ponctuation. Ça peut intervenir sur beaucoup d'éléments. Et je vous invite à bien garder en tête ces méthodologies pour les pratiquer le jour où vous aurez la possibilité de le faire. Ce que je vais vous demander de retenir aujourd'hui dans le cadre de notre contexte de cet atelier, c'est cette notion de variation et cette notion de testing, c'est-à-dire de bien garder en tête que l'intérêt, c'est de tester des variations pour améliorer les performances. OK, on va pouvoir entrer dans la méthode. Je n'ai pas vu de questions ni autres dans le chat, donc je déroule. Alors, un rappel rapide de l'intérêt de simuler un petit peu votre projet. Alors là, cette slide est dans le prisme de « je n'ai pas encore lancé mon projet, donc je vais le tester ». Attention, vous pouvez aussi avoir un projet déjà lancé et utiliser la méthodologie pour tester de nouvelles features, pour tester de nouveaux produits, tester de nouvelles offres, tester de nouvelles façons de vendre votre offre. Vous pouvez également très bien vous dire que vous êtes en post-commercialisation et que la stratégie que vous aviez mise en place n'est pas la meilleure et que ça ne paye pas encore. C'est une méthodologie qui vous permet de prendre suffisamment de recul pour réanalyser vos différents tunnels d'acquisition et votre stratégie. On a un petit chat qui a apparu. Moi, il n'apparaît pas. Ah non, c'est moi, pardon. C'est toi? D'accord, Oui. ok, pas de souci. Donc, l'intérêt, bien évidemment, d'aller mesurer un maximum, c'est que vous allez pouvoir valider votre cœur de cible, valider votre proposition de valeur, valider votre discours, valider l'attractivité de votre idée. Vous allez limiter les risques d'investissement dans une mauvaise direction. Et ça, c'est un feedback qu'on vous donne. Mais Florent, un des cofondateurs de The Machinery, a monté plusieurs structures, un média sur les sports extrêmes qui existe toujours, qui s'appelle The Rider Post. Il a monté un réseau social qui s'appelait Mindle. Et dans le cadre de Mindle, donc c'était un réseau social au moment où Instagram se faisait racheter 30 $ l'utilisateur sans business model, il s'est dit pourquoi pas moi, puisqu'Instagram y arrive, pourquoi pas moi. Et donc il a voulu lancer Mindle, qui était un réseau social basé sur l'appétence contenu. Donc on était lié aux gens par les intérêts sur des contenus précis. Il a réussi à atteindre 5000 users et au moment où il s'est dit « Ok, je vais scaler, je vais faire de la croissance », donc très franco-français, il a une idée, il développe son produit, il commence à faire un petit peu d'acquisition, il a un petit peu de monde et c'est là qu'il se rend compte au moment de vouloir faire de la croissance et de passer à l'échelle que son projet n'intéresse absolument pas le marché. Il a donc investi 2 ans de son temps et de ses ressources, pas pour rien parce que c'est de l'apprentissage, mais pour un produit qui finalement n'avait aucun intérêt pour le marché. Donc,
un investissement dans une mauvaise direction où il pensait que le semblant de traction qu'il avait avec ses petits milliers de users lui donnait une tendance intéressante. Et en fait, absolument pas, puisque quand on a voulu passer à l'échelle, il n'a pas réussi. Et pour certains qui peuvent avoir besoin d'aller chercher des fonds, c'est des dossiers où vous allez pouvoir avoir de vrais KPI de coûts que représente votre acquisition. Donc, ça peut toujours avoir du sens pour aller chercher un petit peu d'argent. Pour rappel de la méthodologie, très rapidement, parce qu'on va vraiment rentrer dedans dans les détails après, le principe est simple, 5 étapes, on est sur un triptyque composé d'une phase stratégique avec l'analyse de projet, d'une phase créative avec la rédaction et la création de scénarios de tests et les productions visuelles de vos différents tests. Ensuite, une partie, et enfin, une partie data, donc stratégie, créativité et data, avec la notion de setup et la notion d'analyse de données pour être capable de faire remonter des choses intéressantes en fonction des actions que vous avez menées. Pour ce qui est de la partie segment de marché, donc là, l'idée, dans un premier temps, c'est de prendre suffisamment de recul pour définir vos différents segments de marché en leur donnant, comme on l'expliquait tout à l'heure, des spécificités et faire en sorte qu'elles soient vraiment uniques. Premier travail que je vous propose, c'est l'équation de concept. L'équation de concept, c'est assez simple et pour la comprendre, il faut juste que je vous dise que Laswigo était un porteur de projet qui voulait mettre à disposition une application pour réserver des Airbnb en dernière minute. Très simple. L'équation de concept qu'on lui a demandé de faire, c'est pouvoir, dans un premier temps, identifier ses concurrents. Vous pouvez d'ailleurs ajouter d'autres additions, on n'est pas obligé de se limiter à 2 structures. 2, ça va lui permettre d'analyser comment est-ce que ces acteurs communiquent auprès de leur audience, quels mécanismes ils utilisent, quels leviers ils utilisent, est-ce qu'ils font de l'ADS, est-ce qu'ils font de l'organique, est-ce qu'ils ont un ton décalé, direct, indirect, comment est-ce qu'ils communiquent auprès de leur audience. Et enfin, et pour moi un des éléments les plus importants, surtout dans la catégorie segmentation de marché, c'est que vous allez pouvoir identifier quels sont les comportements de base que doivent avoir vos utilisateurs pour comprendre les bénéfices de votre solution. Si vous cherchez en tant que Laswigo, donc je veux prôner une application pour réserver du Airbnb en last minute. Si j'essaye de m'adresser à une population qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève Airbnb ou last minute, qui n'a jamais eu l'utilisation ni le comportement nécessaire pour s'activer sur cette plateforme, ce ne sera pas le cœur de cible, donc ce sera forcément une acquisition qui va me coûter plus d'argent. Forcément. L'intérêt de cette équation, ça va être d'identifier les marchés qui ont déjà été éduqués par d'autres acteurs. Donc, autant se servir de ces acteurs qui ont déjà investi de la ressource temps, de la ressource humaine, de la ressource financière, pour éduquer au comportement le marché que vous visez. Et donc, c'est ces gens-là à qui il va falloir s'adresser en priorité. C'est un exercice assez simple, assez sobre, mais je vous invite à le faire puisque, ça, comme on vient de l'expliquer, on peut tirer un paquet d'enseignements de cette équation. Toujours pareil dans la notion de connaissance, je vous expliquais tout à l'heure que Facebook nous apportait des éléments de réponse importants et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Hop. Donc là, vous êtes sur une plateforme qui s'appelle Facebook Audience Insights. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est une plateforme qui est gratuite, qui est à disposition de n'importe qui. Il faut juste passer quelques petites étapes pour y avoir accès. Vous allez sur business.facebook.com, vous vous créez un compte Business Manager, vous vous créez un compte publicitaire au sein de ce compte Business Manager. Vous pourrez rattacher les différentes pages professionnelles de vos comptes. Si vous avez une page Instagram ou une page Facebook, vous pouvez les rattacher à ce Business Manager. Et ça deviendra le seul et l'unique outil qui vous permettra de piloter vos différentes pages et de pouvoir piloter de la campagne publicitaire si besoin. Et donc, dans cet outil, vous avez dans le menu la possibilité d'avoir accès aux Audience Insights, donc aux statistiques d'audience. Ici, on est en France. On a bien 30 à 35 millions de la population active mensuellement, donc les 50% des Français dont je vous parlais, 18-65 ans et plus, toujours hommes-femmes. Et ici, on peut commencer à déclarer un intérêt. On va prendre un intérêt d'actualité. On va prendre le bio, par exemple. Hop, j'ai envie de lancer un business dans le bio, naturel. Bon. Donc là, je cherche à découvrir plus d'informations sur tous les utilisateurs Facebook France de 18-65 ans et plus, hommes-femmes, qui ont déclaré un intérêt pour Naturalia. Alors, il y a différentes façons de déclarer son intérêt, bien évidemment, puisque Facebook traque tout.
il y a de l'intérêt par tout ce qui est in-app de Facebook, hein, donc les pages, les commentaires, les likes, les partages et ainsi de suite. Mais bien évidemment, si vous avez fait des achats sur Naturalia, il y a de fortes chances que Facebook le sache. Et je vous expliquerai pourquoi, mais il y a des morceaux de code qu'on peut intégrer dans nos sites et dans nos apps qui permettent à Facebook de récupérer ces informations. Donc là, on a déjà une répartition à jour, hein. On n'a plus que 100 à 150 000 personnes. On a une répartition homme-femme. Donc globalement, le bio Naturalia, c'est très féminin, avec une tranche d'âge de 18 à 44 ans surreprésentés. C'est un peu plus léger ensuite. Là, ce qui est intéressant à retenir, hein, c'est simplement que en gris, c'est la base des utilisateurs Facebook. Donc, il y a 25% de base qui ont entre 25 et 34 ans. Et dans cette représentativité, on a une surreprésentation pour l'intérêt Naturalia. Donc, c'est particulièrement intéressant de s'attaquer à ces trois créneaux 18-44 qui sont globalement surreprésentés sur cet intérêt Naturalia. Bon, on a d'autres éléments ici que nous, on n'utilise pas, ou en tout cas, si vous avez besoin d'utiliser une notion de célibataire, en couple, marié avec enfant, utilisez d'autres critères plutôt que ceux de Facebook qui ne sont pas forcément super fiables. Pareil pour les niveaux d'enseignement, on n'est pas fan. Et les posts, bon, c'est pareil, pas super intéressant, ou en tout cas, à prendre avec des pincettes ou à aller confirmer avec des comportements et des intérêts. Ensuite, vous avez les notions de mention j'aime une page. Donc là, vous voyez, il vous met des meilleures catégories. Il y en a parfois plus de 40, plus de 50. Ici, on a 48 catégories qui sont des catégories annexes à notre intérêt Naturalia. Et donc, Facebook nous dit, voilà les autres intérêts que peuvent avoir cette audience dans ces différentes catégories. Tu vois, vous voyez, Aromazone, Michel et Augustin, Princesse Tam Tam, Biorg, Cheers, Louis et tu, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est de l'information, comme au bar, c'est de l'information qu'il faut que vous puissiez engranger et récupérer. Et ensuite, je vous montrerai une matrice dans laquelle vous allez pouvoir intégrer toutes ces dates. Vous avez le lieu, qui peut être particulièrement intéressant en fonction du business que vous cherchez à monter. Hein. Quand même relativement intéressant de savoir où se situe votre audience, que vous pourrez d'ailleurs utiliser comme information au moment de setup vos campagnes publicitaires. Et enfin, vous avez un onglet activité qui pour moi est un onglet absolument indispensable puisque vous avez les fréquences des activités de ces utilisateurs et on voit qu'on a 32 clics sur de la pub en moyenne par mois. 32 clics sur de la pub en moyenne par mois. C'est 32 clics. Il y a entre 30 et 31 jours et 32 clics par mois. Donc, c'est une audience qui a pour habitude de cliquer sur de la publicité. Vous voyez, en moyenne, c'est 15 clics par mois sur une pub, en moyenne, pour un utilisateur Facebook. Donc là, on est à 32, c'est juste hallucinant. Et enfin, vous avez l'utilisation de ces réseaux par l'utilisateur. Et donc, on voit plus 45% en bureau mobile. Bon, on ne va pas se cacher le fait qu'avec le confinement, ça paraît relativement normal d'avoir ce type de progression. On reprend l'utilisation par desktop puisqu'on est chez nous. Donc le mobile chute légèrement, mais bon, ce n'est pas dramatique. Et on a la répartition Android et iPhone qui peut être particulièrement intéressant. Toujours pareil dans l'optimisation de vos placements quand vous faites des campagnes publicitaires et pour avoir une idée un petit peu de la façon dont vos utilisateurs peuvent utiliser tout ça. OK ? Pour rappel, hein, c'est un outil gratuit, vous pouvez y mettre beaucoup de choses. Alors, vous ne trouverez pas forcément les business de vos concurrents, hein, puisqu'il faut avoir une certaine représentativité sur Facebook pour pouvoir être lisible et que Facebook fournisse de la data en fonction de cet intérêt. Mais ça peut être particulièrement intéressant pour vous. Ok, donc un rappel rapide des différents éléments et critères qu'on peut retrouver, hein, toutes les informations déclaratives, toutes les activités in-app de la galaxie Facebook et toutes les activités hors Facebook qui sont traquées par l'outil. L'idée, c'est donc ensuite d'aller intégrer toutes ces informations dans une matrice de segmentation pour pouvoir vraiment bien structurer votre segmentation. Donc là, l'exemple de Forward Labs, hein, qui est un projet qu'on a accompagné, qui est un projet sur une enceinte connectée sans Bluetooth, c'était directement du Wi-Fi. Donc, on a donné des tendances et des spécificités à notre audience. Là, c'est une audience trendy design à qui on veut donner une spécificité d'achat par l'objet, par le beau. On a le learning listener, celui qui va acheter pour un cas d'usage, c'est qu'il apprend par l'écoute.
On a le tech qui, lui, va acheter pour l'esprit qualité produit, l'ensemble correspond techniquement à mes attentes de clients, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on peut en dérouler autant qu'on veut si on le souhaite. Vous voyez, là, je donne des spécificités. Je veux que mon acheteur soit un acheteur qui va être sensible au design de mon produit. Donc, je commence par mon équation de concept. Je vais avoir un socle Deezer et Spotify. Est-ce que mon utilisateur écoute de la musique? Comportement de base nécessaire pour acheter une enceinte. Ensuite, je vais avoir des marques d'enceintes connectées qui sont concurrentes à mon produit. Toujours équation de concept. Est-ce qu'il a déjà déclaré un intérêt pour une enceinte connectée? Donc, ça paraît plus ou moins logique. Est-ce qu'il écoute de la musique? Est-ce qu'il a déjà déclaré un intérêt pour des marques d'enceintes? Égal, est-ce qu'il va acheter mon enceinte? Bon. Une fois que j'ai ces éléments-là, je vais essayer de donner de la spécificité à mon audience. Donc ici, on a renseigné des marques de mode, des marques du quotidien pour certaines cibles qui nous permettent d'avoir deux informations, son niveau budgétaire et l'intérêt qu'il apporte à son esthétisme. Et enfin, on va ajouter des médias qui sont spécialisés déco et design d'intérieur. A priori, si on a des intérêts pour des médias de déco, c'est que c'est un peu plus qu'un sujet qu'on apprécie, ça peut être quelque chose qui nous intéresse vraiment et qui est proche d'une activité régulière, d'une passion, pour ne pas utiliser de gros mots, mais on peut en arriver jusque-là. Comment fonctionne cette audience? Au sein de mes socles, mon utilisateur doit aimer au moins un intérêt. Donc là, l'utilisateur doit avoir un intérêt pour Deezer ou Spotify. Mais entre mes socles, c'est des « et ». Donc mon utilisateur doit avoir un intérêt pour Deezer ou Spotify et au moins une marque d'enceinte et au moins une marque de mode et au moins un intérêt de média. Ce qui me permet d'affiner mon audience et de la rendre très spécifique. Et c'est là que ça me permet de mesurer des tailles de marché, ici France et US, et de pouvoir adapter ma promesse en fonction de la tendance que je donne à ma cible. Tu veux acheter pour le beau, je vais te dire un design élégant et portable pour écouter vos playlists et podcasts favoris. Learning listener, podcast ou musique, dans la cuisine ou dans la douche, vous choisissez comment débuter votre journée. Le tech, pas d'appareillage Bluetooth, pas de voix, pas d'écran, juste votre musique favorite grâce à un simple bouton. Et on adapte notre promesse en fonction de la spécificité de notre cible. Et on adapte les comportements et les intérêts de notre audience en fonction de la spécificité qu'on veut lui donner. OK? À quel point l'algo de Facebook est performant? Est-ce que tu penses que c'est plus intéressant de ne pas trop le restreindre en ultra ciblant? Merci Camille pour cette question. Comment je vais y répondre? Ah, on a Christina qui voudrait répondre en direct à cette question. N'hésitez pas à interagir en fonction de la réponse que vous voulez donner. Moi, je pense que l'algo de Facebook est bon dans une certaine mesure et dans un certain laps de temps. Je pense qu'il faut savoir faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir tester sur des audiences qui sont dites des audiences témoins, qui vont être des audiences relativement larges, avec peut-être 1 million, 1,5 million, peut-être parfois 2 millions d'utilisateurs, et d'analyser a posteriori les analyses démographiques et les analyses comportementales qu'ont obtenues vos tests. Ça peut avoir un intérêt. Maintenant, ça sous-entend de faire du test sur une période relativement longue et d'y mettre un certain budget si on veut avoir suffisamment de représentativité vis-à-vis de la taille de cette audience. Nous, en faisant de l'ultra-ciblage, on cherche véritablement à s'adresser à une population très fine, très précise, mais qui représente quand même un certain volume, parce que quand je m'adresse à 91 000 personnes, je ne vais pas toucher les 91 000 personnes, mais si par variation de mon discours, je vais m'attaquer à 30-35 000 personnes, ça va être largement représentatif pour pouvoir extrapoler derrière. Pour quelle raison? On a identifié avec le temps et avec l'expérience que les résultats et les tendances de Facebook sont linéaires. Donc, en fait, à partir du moment où vous ne saturez pas l'audience à qui vous souhaitez vous afficher, vous avez 100 000 personnes, tant que vous ne mettez pas le budget qui vous permettra de toucher ces 100 000 personnes, vous pourrez extrapoler vos performances pour le volume supérieur. Dès que vous allez saturer l'audience, là, pour le coup, les datas vont commencer à s'affoler un petit peu puisque vous allez rentrer dans des coefficients de répétition. Donc, vous allez toucher plusieurs fois la même personne avec votre pub. Et donc, bien évidemment, les performances ne sont plus lisibles de la même façon.
Donc, je dirais qu'il y a pour moi deux choses sur une phase de test. Tester du témoin, tester de l'ultra spécifique. Il y a des politiques de plein de gens qui disent que de trop restreindre, ça ne permet pas de faire de bonnes performances. Et quand on a des très grosses audiences, ça permet de faire du cash. Okay. Moi, l'intérêt ici, c'est pas tant de chercher de la croissance, c'est de valider que j'ai des personnes extrêmement précises qui correspondent bien aux gens à qui je veux m'adresser ou ma solution répond à un vrai problème pour eux. Si je m'adresse de façon trop spécifique à une audience trop institutionnelle ou trop large à une audience trop large, je vois difficilement comment on peut avoir beaucoup d'enseignements. C'est ma façon de voir les choses. Donc, je pense que les deux sont viables. Il faut tester les deux et que l'algo répondra correctement aux deux avec des performances totalement différentes. Mais je pense que plus on est spécifique, plus on est capable de tirer d'enseignements. J'espère que ça répond à la question de Camille. OK, donc une fois qu'on a structuré notre matrice de segmentation, on a une meilleure connaissance de nos différents segments, on a fait une équation de concept, on s'est renseigné sur de la data. D'ailleurs, pour de la data, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite, mais je vais en profiter. Vous avez bien évidemment Google Trends qui peut vous permettre d'aller chercher de l'information sur des termes de recherche qui peuvent être utiles pour vous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le principe le principe de Google Trends, c'est que vous tapez un mot que vous voulez regarder. S'il est suffisamment tapé, cherché au sein de la sphère Google, vous pouvez filtrer des lieux, une durée de recherche, ainsi de suite. On voit qu'on a un sacré pic ici. D'ailleurs, je ne sais pas du tout d'où ça sort. Peut-être un congrès naturel. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir des informations géographiques et des sujets associés, bien évidemment, à celui que vous cherchez. Vous pouvez également faire de la comparaison en allant chercher d'autres thèmes si vous le souhaitez. Donc ça, c'est pareil, ça peut être intéressant pour des stratégies éditoriales, pour des stratégies de référencement naturel, pour des stratégies Google globalement, ça peut être toujours utile. Vous avez également pour le parti B2B, l'outil LinkedIn qui n'est pas bien évidemment aussi profond que l'outil Facebook et j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Là, vous êtes dans une campagne test que j'ai montée pour l'atelier. On est dans le campaign manager de LinkedIn. Vous allez pouvoir commencer à rentrer un certain nombre d'infos, donc typiquement le lieu, les années d'expérience, est-ce qu'il fait partie d'un certain type de groupe, est-ce qu'il a un certain type de diplôme, la tranche d'âge. Et une fois que vous allez avoir rempli ça, globalement, après, vous pouvez continuer le parcours pour lancer une ads, mais là, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est que LinkedIn vous offre une taille d'audience. Donc, ça vous permet de mesurer votre segment de marché et vous avez un niveau d'intérêt après qui est pas mal, puisqu'il vous fait des filtres par fonction. Ça, c'est quand même plutôt chouette. À qui vous allez vous adresser, quel type de professionnel vous adressez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous avez des niveaux hiérarchiques, vous avez le nombre d'années d'expérience. Donc attention, ici, je fais face à des gens à plus de 39% qui ont plus de 12 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas des personnes qui vont forcément répondre très facilement à un marketing pas très établi. Vous avez des tailles d'entreprise, et ça c'est aussi très important. Je vais m'adresser en majorité à des petites structures, donc mon discours ne peut pas être le même que si je m'adresse à des grosses boîtes. Je vais être dans des secteurs en particulier. Il y a vraiment, même si ce n'est pas très profond, un niveau d'intérêt, un niveau d'information qui est quand même super intéressant pour une stratégie B2B, surtout quand on veut faire un peu d'acquisition. Donc, je vous invite à simuler un petit peu de pubs comme ça, et ça vous permet de mesurer l'audience que vous essayez de taper sur ce segment très précis et d'aller récupérer donc, des niveaux d'information qui sont parfois quand même très intéressants pour structurer votre strat. Beaucoup plus léger, je le reconnais, mais tout aussi, à mon avis, intéressant, et ça permet de tirer des enseignements aussi, donc je peux vous inviter à le faire. Okay. Donc, on a vu Facebook, on a vu LinkedIn, on a vu Google Trends. Il peut y avoir plein d'autres outils. Vous pouvez utiliser SEMrush, vous pouvez utiliser Alexa Info, qui sont des sites qui vous permettent d'aller traquer un petit peu les performances des sites de vos concurrents. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez toutes les références, les backlinks, vous avez pas mal de choses. Donc, SEMrush et Alexa, ils sont des outils plutôt intéressants pour aller faire un peu de tracking. Une fois qu'on sait à qui on parle, on peut commencer à rédiger son contenu. Et donc, premier exercice, en général, c'est à partir d'ici que tout le monde me déteste, c'est normal. Là, c'est des exercices un peu moins cool, mais je vous invite vraiment à les faire de façon régulière. C'est des exercices qui sont fondamentaux pour la structuration de votre business. Donc, un BMC à refaire tous les 3 mois, on prend le temps de le refaire, on prend un petit peu de recul, et c'est vraiment ça que ça vous offre. C'est que passer du temps sur ces modèles, c'est vous accorder du temps pour repenser et réfléchir et sortir un peu la tête de votre guidon.
Donc, franchement, c'est super intéressant et vous verrez que des business models Canva, ils peuvent évoluer très vite en fonction du contexte, des partenaires qui peuvent changer, des modèles de revenus que vous mettez en place, de vos segments de marché que vous avez plus ou moins éliminés ou validés au fur et à mesure, et ainsi de suite. Donc, il y a des choses intéressantes. Vous avez également ce qu'on appelle le prisme de Cap-Ferrer, qui est un modèle qui, là, pour le coup, est très peu utilisé, alors que nous, on considère qu'il a vraiment énormément de valeur. Le prisme de Cap-Ferrer, comme vous pouvez le voir ici, ça a pour objectif de vous aider à designer votre image de marque. Donc, l'intérêt de ce prisme, c'est d'identifier comment est-ce que vous pensez que votre marque est perçue et donc quelles actions vous devez mettre en place pour que les gens perçoivent votre marque de cette façon. On vous a mis celui de The Machinery. Ça se lit de façon assez simple. En haut, l'image de marque, en bas, l'image de l'utilisateur. À gauche, une vision externe. À droite, une vision interne. La personnalité. Comment est-ce que vous décrivez la personnalité de votre marque? Pas de vous, hein, de votre marque. Donc voilà comment on l'a défini. À l'écoute, sérieux, impliqué, original, inspirant, accessible. Bon, peu importe. La culture, quelle culture votre marque identifie, hein. Donc, pareil, on a mis ce qu'on pensait être intéressant pour nous. L'image de soi, c'est comment est-ce que votre client se perçoit. Là, ça va commencer à devenir un petit peu plus brain fuck pour ceux qui m'autorisent l'expression. Comment est-ce que votre client se perçoit? Voilà. The Machinery considère que son client a une image de lui qui lui permet de s'imaginer dynamique, malin, acculturé, entouré, parce qu'il n'est pas seul face à la résolution de ses enjeux. Le physique de notre marque, très simple. La relation, quelle relation vous souhaitez mettre en place entre votre marque et vos clients. Et le reflet, alors là, on va encore plus dans des sphères un peu particulières, mais néanmoins, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Comment est-ce que votre prospect perçoit votre client? Donc, le reflet, c'est comment est-ce que quelqu'un qui ne vous a pas encore acheté perçoit un de vos clients qui lui a acheté. Et vous positionner sur ces réflexions, c'est particulièrement intéressant. Vous verrez, parce que ça vous permet d'adapter votre posture et d'adapter vos contenus et le ton de votre communication et la façon de vous adresser à vos cibles. Ça vous permet de bien analyser la façon dont vous devez être perçu. Et ça permet aussi de faire attention aux leviers que vous utilisez. Par exemple, on a accompagné une grosse agence de voyage un peu premium qui, au moment de vouloir lancer son site, nous dit il faut que je fasse des opérations et je voudrais faire des concours Facebook pour faire gagner des cadeaux et ensuite rediriger les gens vers mon site et vendre des voyages. Okay. On lui fait faire un prisme de Cap-Ferrer parce qu'on était, nous, bien évidemment, absolument pas convaincus de cette idée. Et dans la personnalité, elle décrivait sa marque comme une marque confidentielle, intimiste et luxe. Ce qui n'est absolument pas la définition d'un concours Facebook. Donc, soyez vigilants quand vous allez vous rendre compte que vous avez mené plein d'actions et qu'en fait, potentiellement, il y a des actions que vous avez menées que vous n'auriez pas dû mener, ou à défaut, quand on ne sait plus ce qu'il faut faire, eh ben, prenez suffisamment de recul plutôt que de tester des choses qui ne sont pas viables pour votre business. Puisqu'en effet, si elle avait mené ses concours, elle aurait généré un trafic qui n'était pas sain, avec les mauvaises audiences qui n'auraient de toute façon pas acheté ces solutions, parce que potentiellement pas adaptées ou trop chères pour eux ou pas le bon positionnement de la marque. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que tous ceux qui avaient déjà adhéré à la marque peuvent désadhérer, puisque une marque confidentielle, intimiste et luxe, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle me propose des concours Facebook. Ce n'est pas du tout mon comportement. Je ne suis pas aficionados de ce type de levier. Donc, il faut être vigilant aux actions que vous menez en fonction de l'image que vous souhaitez donner de votre marque. Donc, un petit prisme de Cap-Ferrer, hein, ça fait de mal à personne, ça fait du bien. Le tout, bien évidemment, le principe, alors là, je vous laisse admirer cette jolie slide à la Apple, on en est extrêmement fiers. Le principe est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut générer des émotions. Et on a tendance à communiquer par des caractéristiques. Ça, c'est aussi très franco-français. On cherche à justifier pourquoi on existe. Ne faites pas ça. Vendez des émotions, c'est-à-dire vendez la traduction de vos bénéfices. Et ça, c'est fondamental. Vous n'avez aucun intérêt à parler de caractéristiques dans un premier temps. Pourquoi? Parce que les caractéristiques font appel à la raison. Or, pour driver un achat, il faut que vous commenciez par parler au cœur. Donc, le chemin est le suivant. C'est on parle au cœur et on va jusqu'à la raison, plutôt que l'inverse, parce que ça peut poser des problèmes d'achat. Donc, on cherche à générer des émotions. Quelques exemples, très rapidement. À gauche, un projet très tech destiné à des développeurs. On parle en anglais, on est très simple, très sobre, et on dit tout de suite ce que le service va faire. Et ça, c'est fondamental parce que les développeurs ne supportent pas les modèles à la Ikea. Un dev, ça n'aime pas qu'on tourne en rond, qu'on essaie de lui raconter
du bleu, du vert, du orange, alors que finalement, c'est juste du rouge. Donc non, on va à l'évidence, on va à l'efficace et on se redirige directement vers eux et on adapte notre langage. À droite, c'est un jeu de cartes et un livre qui permet aux parents de jouer avec leur enfant et de devenir les héros du livre. Campagne Kik qui s'est super bien passée et le projet est vraiment top. Et vous voyez, on essaye de jouer l'émotion. Créer le livre dont vous êtes le héros en jouant avec votre enfant. Là, on s'adresse vraiment aux parents et on cherche à générer un petit peu d'émotion chez lui. On remet du visuel où on voit l'enfant et le parent jouer ensemble. On essaie de remettre un peu de contexte. Et globalement, ça a très bien marché, donc tant mieux pour eux, super campagne. Ici, on est chez RCI, donc la partie financement de Renault, qui souhaitait mettre en place un nouveau service d'achat de véhicules d'occasion 100% en ligne. Plus besoin de se rendre en concession 150 fois pour faire des dossiers. C'est très rapide. Donc là, vous voyez un discours très classique, très institutionnel. Ici, on s'adressait à la problématique de gain de temps, puisque c'était très chronophage et c'est ce que remontait aujourd'hui le marché. C'était trop complexe, trop pénible d'aller acheter un véhicule avec les allers-retours et les dossiers à faire. Donc, je choisis mon véhicule en quelques clics. Je demande mon financement en quelques minutes. C'est validé, je suis livré en quelques jours. Choisissez, financez, roulez. Très simple, très sobre, très classique. On y reviendra après. Ensuite, pour là, vous donner un peu de contexte, c'est Tomojo, qui s'appelait avant Entomojo, qui est une marque de croquettes à base de protéines d'insectes. Et donc, on avait commencé la communication en utilisant les bénéfices classiques. Donc, c'est du made in France, c'est écolo, ça consomme moins d'eau, c'est meilleur pour la santé de votre chien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a pris un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, littéralement. On s'est fait démolir parce que la communauté ne supportait pas l'idée de donner à manger à des chiens des insectes. Bon. Donc, le fait de rentrer par le bénéfice tout en prônant un produit à base d'insectes, ce n'était pas la bonne solution parce qu'un marché pas assez mature. Donc, on a changé notre axe de communication et voilà ce que ça donne. OK, donc là, si on a bien compris, on a complètement changé la porte d'entrée. Plutôt d'avoir une porte d'entrée très simple, très classique sur les bénéfices du produit, on est rentré par une autre porte, c'est celle de peut-être que votre chien lui aussi a envie d'être engagé pour la planète. Et du coup, on ne parle plus d'insectes. Et mine de rien, cette porte-là, du coup, elle a extrêmement bien marché, et tant mieux, en tout cas beaucoup mieux que les autres, puisque du coup, on oublie un petit peu cette notion d'insecte et on se dit, ah ok, ouais, on rentre par un autre prisme, celui de euh, l'importance qu'on a comme rôle à jouer pour la sauvegarde de notre planète et de l'importance que ça a et potentiellement que le chien peut avoir envie d'y participer aussi. Bon, ça a beaucoup mieux marché. Aujourd'hui, elles viennent d'ouvrir le marché anglais, donc on est ravis pour elles, et elles ont été dans le challenge 2020 dans les boîtes dans lesquelles il fallait investir, donc un bon succès qui va démarrer pour elles. Et donc maintenant, c'est Tomojo, hein, pour ceux que ça intéresse, elles ont enlevé le EN devant. Alors ici, encore un petit peu de contexte à vous donner. On est en 2018. The Machinery se fait refuser les partenariats de Station F parce qu'on est une boîte de service. Donc, on se dit qu'on va se faire connaître différemment. Et donc, à ce titre-là, on a fait de l'affichage sauvage tout autour de Station F avec un faux concurrent qu'on s'était créé, une fausse boîte qui s'appelait startupvoyance.com où on proposait de faire de la voyance pour entrepreneurs. On en a profité pour mettre un camion publicitaire recto verso en 3x4 devant Vivatech pendant le salon. Pour rappel, en 2018, c'est la mise en place de la RGPD le même week-end. On cumulait, hein, c'était costaud comme week-end. Et donc, on a fait un faux site en face que vous pouvez aller regarder, qui est toujours en ligne, startup-voyance.com. Et on a fait cette action pour montrer que déjà dans le B2B, on pouvait se marrer. Et qu'il fallait essayer d'être créatif pour essayer de générer un petit peu de visibilité, de notoriété et donc d'acquisition. Donc voilà, là on a le camion qui est garé devant Vivatech. C'est un peu plus de 6000 visites en 2 jours sur le site, c'est 15 000 visites au total, il me semble. C'est beaucoup de presse, beaucoup de viralité, beaucoup de réseaux sociaux. On a été top 1 sur Reddit pendant 3 jours.
On a été dans Brain Magazine, on était sur Madness, on a été bref, un peu partout. L'idée n'est pas de faire la gloire de notre action. L'idée, c'est de vous montrer plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut savoir sortir un petit peu des sentiers battus, qu'il ne faut pas oublier que dans le marketing, il y a plus de 19 canaux pour essayer de diffuser des messages. Donc, il ne faut pas s'arrêter qu'au digital. Le digital peut être un outil supplémentaire, mais ce n'est pas forcément la seule et l'unique réponse. Il peut y avoir d'autres façons de s'adresser à son audience et des choses qui peuvent très bien fonctionner. En l'occurrence, ici, la redirection sur notre site nous permettait après de rediriger les gens vers notre site corpo pour découvrir qui était derrière. Et donc, ça nous a permis de faire de la grosse viralité et de faire plus de 400% de ROI sur l'opération. Donc, un résultat plutôt très intéressant qui montre plusieurs choses. On peut se servir des outils digitaux, mais pas que. Il y a d'autres canaux qui peuvent très bien fonctionner et n'hésitez pas à positionner votre discours à droite à gauche. Ces exemples me permettent de vous illustrer cette petite matrice, qui est une matrice très simple. Comment est-ce que vous allez positionner le ton de votre discours? Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir aller un petit peu partout. Vous voyez que Click & Car, sur l'exemple qu'on vous a montré ici, est très direct. Choisissez, financez, roulez. On vend le service et c'est très classique, très institutionnel. Tomojo, on a totalement décalé le discours en faisant tourner une manifestation de chiens en place de la République, mais on reste très direct puisqu'on affiche les croquettes à la fin de la vidéo, on vend de la croquette. Startup Voyance, on est très décalé également dans le discours. La voyance pour startup, a priori, ça n'existe pas encore. Et on est très indirect par rapport à notre proposition de valeur initiale. Vendre seul, je ne voulais pas présenter, c'est une grande banque qui voulait vendre un outil avec abonnement pour que les particuliers puissent apprendre à vendre leurs biens par eux-mêmes. Ça n'a pas fonctionné du tout. Le coût par lead était absolument énorme. On dépassait les centaines d'euros pour acquérir des leads. Et du coup, on a décidé de créer un intermédiaire qui était une newsletter gratuite pour apprendre à vendre son bien par soi-même. Et là, on avait des coûts d'acquisition aux alentours des 1 euro et quelques, ce qui était beaucoup plus intéressant. Mais du coup, on était beaucoup plus indirect et toujours très classique dans la proposition de valeur. Et après, l'idée de vendre seul, c'est de faire maturer l'utilisateur jusqu'à l'achat et jusqu'à l'onboarding dans la plateforme avec abonnement. Mais au début, le niveau de maturité qui était exigé en essayant de vendre l'abonnement direct était bien trop élevé pour l'utilisateur. Donc, il fallait créer des stades intermédiaires d'acquisition pour essayer de l'activer sur des niveaux de maturité un peu plus faibles. Donc là, à retenir, surtout au début de votre projet, concentrez-vous, n'hésitez pas à aller taper un petit peu partout. Vous ne savez pas, tant que vous n'avez pas essayé, quel positionnement va remporter un succès auprès de votre audience. Donc, il faut essayer plein de choses. Si on n'avait jamais essayé Startup Voyance, qui aurait pu être un bid monumental, on n'aurait jamais su qu'on pouvait se positionner avec de l'humour, un peu décalé, et qu'on pouvait même traiter avec des institutionnels avec cette position, alors que globalement, c'est quand même totalement out of the box et que ça ne correspond pas vraiment à une agence de service B2B. Néanmoins, il faut savoir ouvrir un petit peu le champ des possibles. OK, donc on sait à qui on s'adresse, on a un petit peu mieux spécifié son discours, on va pouvoir commencer à faire son pré-lancement. Voilà le résumé de ce que je viens de vous présenter en termes de méthodologie. J'ai différentes audiences que je vais tester. On reprend la notion d'A/B testing, j'A/B teste différentes audiences. Je vais A/B tester différents discours auprès de chacune de mes audiences. Pub 1, pub 2, pub 1, pub 2, pub 3, tant que vous voulez. Je vais faire des redirections qui sont symétriques. Ma pub 1 dit bleu, j'arrive sur du bleu. Ma pub 2 dit vert, j'arrive sur du vert. Ma pub 1 dit violet, j'arrive sur du violet, et ainsi de suite. C'est fondamental d'être symétrique dans votre parcours. Si vous arrivez à faire cliquer l'utilisateur sur une pub, sur un article, sur un mail, peu importe ce sur quoi vous le faites cliquer, respectez la confiance qu'il vous donne. Il vous a dit oui pour le message que vous lui avez donné dans la pub, donnez-lui ce pourquoi il a cliqué dans la landing. Donc LP, c'est landing page, une page de destination. Ça peut être votre blog, votre home, ça peut être plein de choses, mais si vous, dans votre pub, vous avez une paire de chaussures, vous devez faire arriver sur la paire de chaussures. Si vous avez un article, faites arriver sur l'article, peu importe, mais symétrie. Et ensuite, vous avez testé vos tunnels de conversion. Et alors là, il peut y en avoir globalement plein de types de modèles différents. Nous, on aime bien aussi A/B tester les mécanismes de conversion par de la newsletter, par du formulaire, par du lead gen, par une demande de devis, par un call d'expert, par peu importe, mais on aime bien A/B tester différentes façons d'activer l'utilisateur.
en image, hein. Donc, comme je vous le disais, un tunnel de conversion assez simple. J'ai une pub avec un visuel et une promesse. Pas besoin de votre téléphone. Écoutez vos playlists en tournant un bouton. J'arrive sur la home, la landing page. J'ai le même visuel sans utiliser votre téléphone. Vos contenus disponibles, favoris en un seul geste. Je reprends exactement ce que j'ai promis à mon utilisateur dans la pub et je vais récupérer les informations que j'ai envie de récupérer. En l'occurrence, ici, c'était des campagnes pré-lancement de campagnes participatives. Donc, l'idée était de récupérer un maximum de mails pour ensuite driver tous ces gens-là vers la campagne participative. Mais ça peut être en fonction de votre projet ou de sa maturité, du download d'app, de la mise au panier, de la précommande, peu importe. Il peut y avoir plein de modèles différents en fonction de votre état d'avancement. Ce qu'on retient, c'est symétrie, 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 symétrie. Pour les LP, quelques outils que je vous propose. Vous avez du Strikingly, très simple, vraiment très simple. Ça, c'est vraiment pour un niveau, c'est du PowerPoint version page web, avec un petit abonnement pour pouvoir enlever le point Strikingly à la fin de votre URL. Nous, aujourd'hui, on utilise exclusivement AppDrag pour une raison simple, pour plusieurs raisons simples. C'est français, ça fonctionne très bien, ça a d'excellentes performances et ça a été conçu en microservices. Donc, c'est des solutions serverless, ce qui sous-entend que vous avez un bloc de base et que toutes les fonctionnalités, après, gravitent autour et ne sont appelées que quand elles sont nécessaires. Ce qui vous permet d'améliorer très largement les performances de chargement, de rapidité, d'interaction de vos landings et de vos sites. Donc voilà, AppDrag, une solution plutôt cool. Si besoin, vous avez un lien qui vous permet d'avoir accès à AppDrag via notre partenariat avec eux. Il est en bas de page. Donc n'hésitez pas à le récupérer pour. D'ailleurs, je vais vous le mettre directement dans le chat pour ceux que ça peut intéresser. Tac. Hop. Alors, voilà. Hop, pour ceux que ça peut intéresser, vous pouvez avoir accès à AppDrag par ici. Bon, après, pour des MVP, vous avez du Bubble. Ah, j'ai perdu le partage d'écran. OK, on va reprendre. Tac, voilà. C'est ça qui n'est pas bien placé. OK. Donc, pour du MVP, vous avez du Bubble, vous avez du Squarespace, des outils qui peuvent vous aider à aller faire des produits un petit peu plus évolués qu'une simple landing. Et pour les visuels d'images libres de droit, hein, on arrête les recherches Google Images, on va sur des sites spécialisés. Visual Hunt est intéressant puisque c'est un agrégateur de plusieurs plateformes d'images libres de droit. Moi, je préfère Unsplash parce qu'ils ont une stratégie éditoriale que j'aime bien, avec des choix que j'aime bien. C'est plutôt quali, donc moi, j'utilise beaucoup Unsplash. Pour la structuration de votre LP, il y a une façon pour nous de, à la base, hiérarchiser votre contenu. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne faudra pas le faire évoluer, mais dans un premier temps, pour nous, c'est très simple. En haut de page, c'est votre promesse. Voilà. Ce que vous avez donné à manger avant que les gens arrivent sur la landing, il faut qu'ils le retrouvent. Donc, la promesse, qu'est-ce que vous allez offrir, qu'est-ce qui traduit l'émotion. Ensuite, vous allez justifier cette promesse par vos bénéfices, que vous allez pouvoir argumenter par vos caractéristiques, pour enfin utiliser la réassurance par les témoignages, ils nous font confiance, ou nos avis clients, ou je ne sais quoi. Il me semble qu'on a une question. Bonjour, que penses-tu de Shogun pour les landing pages? Je ne connais pas cet outil. Lara, je suis désolé, je ne connais pas Shogun. Il y a beaucoup d'outils, sachant que maintenant les LP, vous pouvez les faire via MailChimp, vous pouvez les faire via HubSpot, vous pouvez les faire via Strikingly, via AppDrag, via WordPress, sans compter toutes les solutions type PrestaShop, Shopify et j'en passe. Wix, alors à ne jamais utiliser s'il vous plaît. Donc en fait, il y a tellement de solutions que j'avoue que je ne les connais pas toutes, et en l'occurrence Shogun, je ne connais pas. Alors ça ne me pose pas de souci d'aller jeter un coup d'œil rapidement, mais je ne connais pas Shogun. Je ne sais même pas. Shogun. Je ne sais même pas par qui ça a été créé. Alors déjà, ils n'ont pas un référencement qui est exceptionnel. Outil de création de page.
Shogun, création de page de blog, de produits d'accueil et d'analyse. Non, vraiment, je ne connais pas. Essai gratuit pendant 10 jours. Ok, c'est un peu cher. C'est un peu cher et je ne connais pas du tout. Ce qui est intéressant à regarder sur les landings, c'est bien évidemment la partie purement liberté de design et graphique que vous pouvez avoir dans l'outil. Et surtout, par qui c'est fait? Est-ce que c'est maintenu techniquement? C'est surtout ça qui est fondamental, c'est de vous renseigner auprès de la communauté pour voir si techniquement c'est maintenu. Et donc, si vous n'allez pas avoir de problématiques de features. Et il y a un autre élément qui est important, c'est de vérifier une fois vos landings produites ou d'aller vérifier auprès de la communauté leur capacité technique. Est-ce que ça charge bien? Est-ce que c'est mobile friendly? Et ainsi de suite. Moi, c'est vraiment les trucs hyper importants. La performance de rapidité de chargement de vos pages, c'est l'indicateur fondamental. Donc, vous pouvez aller sur GTmetrix ou sur les outils de Google pour mesurer, mais vous devez avoir des performances de chargement de page qui sont vraiment très bonnes. Oui, il y a un replay, on est en enregistrement. Et est-ce que vous allez envoyer la presse? Oui, vous y aurez accès par le biais de Creative ou par le biais du formulaire que je vous donnerai à remplir à la fin. Voilà, donc du coup, c'était Lara, je crois, qui me posait la question. Avec grand plaisir. Je suis désolé pour du coup Shogun, je ne connais pas. Mais voilà, je vous donne quelques petits éléments qu'il faut aller surveiller. En ce qui concerne le tracking, là, je vais donc vous présenter quelques petits outils. Je vous disais tout à l'heure que Facebook récupérait énormément de choses. Le Facebook Pixel et le Facebook SDK, c'est les fameux morceaux de code dont je vous parlais. Donc, pour toute la partie site web, c'est le Facebook Pixel qu'il faut installer dans votre site, qui permet de mesurer les performances de vos ads, qui permet aussi d'analyser la nature de votre trafic. Et ça peut être très important. Donc, même si aujourd'hui, vous ne faites pas de pub, installez très, très vite les pixels, que ce soit celui de Facebook ou le LinkedIn Insight Tag pour LinkedIn, parce qu'ils vont tourner et ils vont apprendre à connaître votre trafic. Et c'est important, pourquoi? Parce qu'après, vous pourrez faire plusieurs choses. Un, du retargeting. Et deux, donc le retargeting, c'est un utilisateur est venu sur mon site, il n'a rien fait, il est parti. Ben, je peux le recibler avec de la pub ailleurs pour qu'il revienne et qu'il finisse par interagir. Et vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle les audiences similaires. Donc là, c'est ces outils qui analysent votre trafic et ensuite, vous pouvez adresser des pubs à des audiences qui sont similaires au trafic que Facebook ou que LinkedIn a identifié. Donc, c'est censé améliorer votre ROI. Donc, très honnêtement, voilà, ça s'installe. On peut éthiquement ne pas avoir envie. Attention, je ne force personne. Mais donc, le Facebook Pixel pour les sites, le Facebook SDK pour les apps mobiles, le LinkedIn Insight Tag, je ne sais pas s'il existe en version mobile, mais en tout cas, il existe en version web. Et ça vous permet de faire exactement la même chose. Un Google Analytics bien paramétré, bon, ça je l'apprends à personne, c'est le b.a.-ba pour surveiller votre trafic et analyser votre trafic et mettre en place des objectifs de conversion. Donc un analytics, c'est fondamental. Et je vous présente aussi pour la notion de tracking, Google URL Builder, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un outil absolument magnifique qui est très très simple d'utilisation. Donc on a ici Google URL Builder, j'ai le site du guide des incubateurs, donc en juin de cette année, en partenariat avec une boîte qui s'appelle Estimeo, on a lancé le premier guide des incubateurs français. Ça n'existait pas encore. Et donc, pour vous illustrer comment ça fonctionne, vous avez le guide des incubes.fr, bon, l'URL. Je vais rajouter webinar pour le campaign source. Je vais ajouter CV pour, par exemple, Creative Valley. Et je vais du coup avoir un nouveau lien personnalisé avec mon UTM source webinar et mon UTM campaign CV. Je peux short link et c'est ce lien-là que je vais utiliser dans ma communication. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est ce lien-là que moi, je vais vous partager de manière à savoir exactement à qui et pour quelle action j'ai partagé ce lien. Et donc, dans la réalité des choses, dans mon back-end derrière, j'ai ma base de données qui va me permettre de récolter les emails entrants des gens qui téléchargent le guide des incubateurs, qui est gratuit. Et le fait d'avoir personnalisé mon URL va me permettre de mesurer mon tracking. OK? Et donc là, vous voyez, il y a plein de téléchargements qui ont été opérés avec un certain nombre d'informations. Et ici, vous voyez que ceux-là, c'est des gens qui ont téléchargé avec le lien que je leur ai transmis pour mon webinaire à Ionis 361. Et je peux traquer le fait que ce soit ces gens-là qui ont utilisé ce lien-là spécifiquement.
Et donc, pour vous, c'est juste absolument génial puisque vous allez pouvoir traquer la totalité des actions que vous menez et donc mesurer la performance de vos différentes actions. Si on reprend par exemple l'exemple de la pub, si ici, je traque mes performances, c'est-à-dire que derrière ma pub 1, j'ai un lien où il y a un UTM, c'est audience 1, pub 1. Et donc, c'est ce lien-là que je traque et que je mets derrière ma pub. Ici, je vais avoir audience 2, pub 1. Non, audience 1, pardon, pub 2. Là, je vais avoir audience 2, pub 1, audience 2, pub 2. Et chaque lien, je vais les traquer et les mettre derrière chaque publicité, de manière à ce qu'après, mon analytics ou ma base de données, là, nous, en l'occurrence, c'était le Selling Blue, ou ma base de données va vous remonter la performance de vos différentes actions. Très simple, mais du coup fondamental, et ça vous permet d'avoir, pareil, un maximum de niveau d'information. Donc, Google URL Builder, vraiment très pratique. Pour ce qui est de l'A/B testing, et je vais vous demander une toute petite seconde, il faut que je me penche. Sinon, je vais vous perdre. J'ai encore 2-3 petites choses à vous raconter. Voilà, excusez-moi. Donc, pour l'A/B testing, je vous disais que vous pouvez utiliser des outils comme Optimizely ou Optimize. Donc ça, c'est des outils pour générer de l'A/B testing et générer de la répartition homogène de votre trafic. Et pour comprendre vos users, vous avez aussi Inspectlet et Hotjar. Donc, comme je vous disais que sur la landing de base, voilà la structure qu'on vous proposait. Grâce à des outils comme Inspectlet ou Hotjar, vous allez pouvoir affiner. Donc là, je vous donne un exemple très simple. Donc là, c'est le site de Startup Voyance. Et donc là, la session que vous voyez, c'est la session d'un utilisateur qui se promenait sur notre site. Donc, à chaque fois que vous allez accepter des cookies, globalement, très souvent, la session que vous êtes en train de faire est filmée. Et ça, le propriétaire de ce site peut s'en servir. Là, vous voyez, il vient de cliquer. Donc, il est sorti, et ça a ouvert un nouvel onglet, il y a eu un laps de temps, il est revenu. Là, pareil, il vient de cliquer, il est sorti, laps de temps, il revient. Et on le voit se balader. Donc, ça nous permet vraiment d'analyser la façon dont on structure notre contenu, la façon dont les utilisateurs se promènent. Sur Startup Voyance, les deux expériences tapé 1, tapé 2 n'existaient pas à la sortie de l'opération. Et en regardant les sessions, on se rendait compte que les utilisateurs montaient et descendaient et cherchaient quelque chose qu'ils ne trouvaient pas. On s'est dit, OK, il y a une problématique d'expérience, c'est trop court peut-être, donc il faut qu'on ajoute des choses. Donc, dès le premier soir, on a ajouté tapé 1, tapé 2 avec un horoscope et un questionnaire. Et le fait de prolonger l'expérience a permis d'obtenir des sessions beaucoup plus intéressantes et des clics, et que ça génère la notoriété qu'on attendait. Donc, ça nous a vraiment permis de tirer des enseignements et des informations pour adapter notre contenu et refaire un maximum de choses pour que ça fonctionne. Je vous recommande néanmoins surtout Hotjar, et je vous dirai juste après pourquoi. Vous avez accès aussi à des scroll maps. Donc, en rouge, c'est la partie du site web de The Machinery qu'on voit d'office quand on arrive dessus. Et ensuite, c'est une graduation de couleurs avec une barre de flottaison qui vous dit X% de votre trafic est ici, s'en va ici, globalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça vous permet d'identifier s'ils vont assez loin pour voir le contenu qu'ils doivent voir. Et vous avez aussi des zones chaudes avec des clics, des parcours des souris et ainsi de suite. Donc, c'est quand même vachement intéressant. C'est lisible sur desktop, mobile et tablette. Et pourquoi je vous conseillais Hotjar, que vous voyez ici là en haut de la slide, c'est parce que c'est un outil freemium. Donc, vous avez accès gratuitement à l'outil. Vous pouvez l'installer sur votre site et vous avez jusqu'à 100 recordings de vidéos par mois gratuites. Donc, ça suffit largement. Inspectlet n'est plus du tout sur un format freemium, il me semble. Donc, ça vous permet d'avoir un petit outil rapide qui vous permet d'analyser ça très rapidement. Désolé, j'ai un bug. Comment s'appelle l'outil qui analyse le site de voyance? C'est Hotjar. Hop. C'est Hotjar qui est en freemium. Et vous avez aussi Inspectlet, mais qui là, pour le coup, n'est pas en freemium. Mais moi, je vous conseille Hotjar. C'est vraiment pas mal. En tout cas, nous, c'est celui qu'on utilise. Et n'oubliez pas de le renseigner dans votre politique de cookies si vous l'utilisez. Et techniquement, si la personne les refuse, c'est censé s'arrêter. Alors, je pense qu'il n'y a aucun site aujourd'hui qui fait ça, mais pensez RGPD, pensez à être clean de votre côté. Normalement, vous êtes censé respecter un maximum de choses. OK. Donc, je sais à qui je parle, je sais ce que je lui raconte, je sais comment je setup, je sais ce que je mets en place, je sais comment je le mets en place, j'ai lancé mes campagnes, je peux analyser mes résultats. Premier niveau d'analyse vraiment très léger. Je sais combien de ma pub
a généré de vues, combien de clics ça a généré, combien de sessions uniques ça a généré sur ma landing, combien d'emails j'ai récolté, je sais combien j'ai dépensé dans ma pub, donc je sais combien va coûter mon email. Très simple et fondamental en même temps. Suis-je rentable? Là, ici, c'est l'exemple d'une radio de rap hyper engagée, très spécifique, avec un parti pris artistique très particulier. Ça peut paraître être un super résultat, 50 centimes l'email. Pour le format d'une radio, c'est pas si bien que ça parce qu'ils n'ont pas beaucoup de formats de sponsoring. Et pour un média, ça peut revenir assez cher en fait de payer 50 centimes l'email. Si aujourd'hui je vends des villas et que ça me coûte 200 euros l'email, tant que je vends mes villas, c'est pas très grave que ça me coûte 200 euros. Donc ici, ne cherchez pas à avoir des moyennes de coûts par lead ou de coûts d'acquisition et vérifiez juste votre niveau de rentabilité vis-à-vis de ces coûts, tout simplement. Plus dans le détail, Facebook peut vous donner des analyses démographiques. Donc ici, c'est la portée versus le nombre de clics. Donc vous voyez, il y a eu 12 000 impressions pour 442 clics. Il en fait une base 100. Et sur cette base 100, il y a 95% qui étaient chez les hommes. 95% de la portée, 95% du clic. Et ensuite, il vous fait une répartition par les tranches d'âge. Donc là, ce qui est intéressant à lire, c'est que la barre bleue des clics soit supérieure à la barre de la portée. C'est une base. Donc là, dans l'indicateur qu'il nous donne, c'est qu'il y a moins d'efforts publicitaires à faire auprès des 18-24 ans pour plus d'interactions. Quand les 25-34, il faut leur afficher plus la pub pour avoir un certain nombre d'interactions. Donc, ce qui est intéressant, c'est les barres bleues qui sont supérieures aux barres vertes. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux 25-34 vu le nombre de clics que ça représente, mais néanmoins, ils coûteront un petit peu plus cher. Après, vous avez d'autres niveaux d'analyse qui peuvent être intéressants. Donc là, on reprend toutes les cibles qu'on a adressées, toutes les variations de discours qu'on a adressées, les budgets, les impressions, le nombre de personnes uniques, et après, on déroule. Le CTR lien, donc le taux de clic, le nombre de clics sur les liens, le coût par clic, qui est un premier indicateur intéressant, le nombre d'inscriptions que j'ai eu au final dans le nombre de mails ou dans l'action que j'ai menée, le CTR final, et après, vous avez un coût DAC. Alors, un coût DAC ou un coût par lead, peu importe, ça dépend de l'état de maturité. Attention, hein, là, vous voyez, pour Padam, on se retrouve avec des angles et des cibles où on a eu un mail pour 71 euros. Quand on vend une enceinte à 250, 300 euros, bah, on n'est clairement pas rentable si on doit payer 70 euros pour avoir le client. Encore moins si ça nous coûte 79 euros pour le learning listener américain. Par contre, on a d'autres tendances intéressantes. On a des leads à 6,90 € sur le trendy design américain. On a des leads à 9 euros et quelques sur le learning listener français. Donc, on peut avoir des choses optimisables et intéressantes à aller creuser. Et donc, vous voyez en bas, un bon taux de clic, c'est à partir d'1,5 et au-dessus d'1,5. Un bon coût par clic, c'est en dessous de 80 centimes. Après, c'est pareil, ce n'est pas des généralités, j'aime pas ça, mais c'est quelques indicateurs qu'on peut donner. Après, des schémas, on peut en faire pléthore, vraiment beaucoup, beaucoup. Le taux de clic par pays, le coût d'acquisition par pays, on peut faire meilleur jour, meilleure heure, meilleure géolocalisation. On peut faire parler les chiffres de plein de façons différentes, les niveaux de conversion entre les différentes étapes de votre tunnel. Et bien évidemment, je ne vous donne pas toute ma recette non plus en termes d'analyse, parce que sinon, j'ai plus beaucoup d'intérêt à faire ce que je fais. Mais vous avez énormément de possibilités d'analyse de la data et c'est vraiment avantageux. L'objectif de tout ça, bien évidemment, c'est de trouver votre audience market fit et votre product market fit. Donc, pour rappel, hein, le product market fit, c'est quand toutes vos planètes sont alignées, votre prix, votre produit, votre marché. Si on était un groupe de rock, c'est un peu le moment où on a besoin d'un agent parce qu'on est trop sollicité, hein, le product market fit. C'est ce qu'on vise tous. Et l'objectif de ces tests, c'est d'aller mesurer votre capacité à aller le chercher et comment aller le chercher. Et donc, plus vite vous pourrez le tester, plus vite vous pourrez essayer d'aller l'atteindre. Et entre guillemets, plus vite vous pourrez automatiser et rendre votre production scalable. Quelques métriques à relever et à surveiller, hein. Bon, des choses assez basiques, le temps moyen par session, le nombre de pages par visite, est-ce qu'il y a des visiteurs récurrents, est-ce que les gens rentrent et sortent ou est-ce qu'ils rentrent et qu'ils restent un petit peu plus longtemps. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à surveiller intéressantes. En termes de retour sur ce que nous, on a déjà fait, c'est un peu plus de 150 projets accompagnés par cette méthode. C'est 70% des cas des pivots. Alors attention, quand je dis pivot, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé avec une boulangerie qui est reparti avec l'idée de faire une boucherie. On n'en est pas là. Mais néanmoins, c'est des micro-décisions qui sont parfois des décisions qui sont très importantes. La proposition de valeur qui change, le couple cible-promesse qui n'était pas celui qu'on avait identifié à la base, des intuitions d'entrepreneurs qui n'étaient pas forcément les bonnes,
des cibles donc qui n'étaient pas forcément pertinentes ou des offres qui n'avaient pas été adressées à la bonne cible. Ça peut être des hypothèses de positionnement du produit, typiquement Padam, qui donc avait fait notre étude, ensuite a décidé de lancer quand même son Kickstarter, qui a fait que 50% du Kickstarter, donc qui s'est vraiment pris un bon raté. Derrière, ils ont décidé de faire une étude américaine pour aller combler un petit peu les insights intéressants qu'on leur avait apportés sur le marché américain. Leur étude leur a dit la même chose, la proposition de valeur était trop faible, ça n'intéressait pas le marché. Ils s'attaquaient à un marché très concurrentiel. Et donc, ça n'a pas pris. Ils ont décidé de pivoter. Ils ont adapté leur enceinte pour une utilisation pour les enfants. Ils ont testé le modèle et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, voilà, ça leur a permis, tout au long de leur histoire de création de leurs produits, de faire plein de petits pivots systématiquement pour essayer d'adapter le produit au marché. Et on a 30% de validation. Il y a des business où ça vient d'un besoin qu'ils ont identifié dans un métier. Ça y répond très simplement. Ça va vite, c'est efficace. Boum, boum, boum. Un petit coup de pub quand même, un au début, un à la fin. On est plus léger que sur M6 ou sur TF1, mais on fait quand même un peu de pub. Notre méthodologie est aujourd'hui certifiée dans le cadre d'un programme qui s'appelle le diagnostic croissance par la BPI, donc la Banque publique d'investissement. Dans le cadre de cet accompagnement, la BPI demande aux entreprises françaises innovantes qui font déjà du chiffre d'affaires et qui veulent scaler, donc c'est un programme pour les scale-up. Et donc, ils plafonnent notre accompagnement à 5 000 € et la BPI cofinance 50% de ce ticket. Donc, ça ne vous coûte entre guillemets que 2 500 €. Donc voilà, c'est un format très intéressant qu'on pourra évoquer ensemble pour ceux que ça peut intéresser. Mais globalement, le principe est le suivant. En tout cas, à défaut, on a la BPI qui certifie notre méthode. Donc, c'est un peu comme si la sécurité sociale remboursait notre médicament. J'en ai fini pour ma part. Ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, ça va être de me remplir, soit donc de flasher ce petit code avec vos iPhones, puisque vous l'avez directement avec votre appareil photo, soit de remplir le petit lien que je vous mets dans la messagerie. C'est très rapide, il n'y a que quelques questions et ça va vous permettre déjà de me faire un feedback sur le contenu. Ça vous permettra de vous inscrire ou non à notre newsletter et on ne forcera pas. Et ça vous permet également de bénéficier d'un call de 30 minutes gratuit pour ceux qui veulent parler de leur projet en individuel sur ces thématiques. Et donc, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez du coup, par ce lien, me fournir un feedback, récupérer, me filer votre mail pour qu'on puisse envoyer la presse aussi, même si a priori, de toute façon, elle sera transmise. Et du coup, pouvoir bénéficier de ce petit échange pour en discuter plus précisément de votre projet. Je suis à l'écoute de vos différentes questions pour ceux qui veulent me poser. N'hésitez surtout pas à prendre la parole et à même me montrer vos différents visages pour que ce soit un peu plus interactif. Je vous ai mis ici les coordonnées de Florent et de moi-même, donc n'hésitez surtout pas. Je vous les laisse encore 2 petites secondes et après je coupe. Et donc passez par le formulaire, surtout, comme ça vous pourrez bénéficier de ce petit call. Hop, Merci pour me j'arrête mon dire. screen. Normalement, j'ai donné droit à tout le monde de parler et d'afficher la vidéo. Donc, vous pouvez désormais… Alors, normalement, tac. Il n'y a peut-être pas de questions aussi, ça arrive. Quand je ne suis pas trop mauvais et que je suis assez réveillé, je suis assez explicite, Et je donc pense peut-être que qu'il n'y a pas de questions. on a déjà posé pas mal de questions au cours de présentation aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on a du B2B dans la place? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a du B2B parmi vous? Et s'il y en a, est-ce que vous connaissez Prospectine? Est-ce que si vous ne connaissez pas, ça vous intéresse que je vous montre rapidement à quoi ressemble Prospectine? Je vois Thomas qui est unmute, peut-être. Oui. Oui, moi je suis totalement chaud pour avoir un peu de prospecting, carrément. Et Gustave aussi. Ok, merveilleux. Alors, je vous repartage mon écran. Donc, Merci. pour ceux qui ne connaissent pas Prospectine, c'est un outil qui vous permet de faire de l'automatisation de tâches sur du B2B via LinkedIn. Prospectine, LinkedIn, bon, ils ne sont pas cherchés trop loin, mais au moins c'est une très bonne adhésion de produit. Vous avez également Phantom Buster qui pour le coup est à Station F, qui est une boîte française
qui fait ça aussi, mais d'une façon extrêmement différente, un peu plus technique et pas aussi bien onboardé. Mais bon, nous, c'est nos copains, donc on essaie de les pousser quand même un petit peu, mais néanmoins, Prospecting est quand même super efficace. Donc, pour rappel, vous allez faire une recherche LinkedIn. Attention, dans une recherche LinkedIn, on n'oublie jamais de mettre les guillemets, s'il vous plaît. Donc, je mets responsable inno. Pourquoi est-ce que je mets les guillemets? Très simple. Si je ne mets pas les guillemets, je vais avoir des résultats dans lesquels les titres, il y aura responsable de quelque chose ou quelque chose d'innovation. Or, ça ne m'intéresse pas. Je veux les responsables d'innovation. Donc, je mets des guillemets et je n'aurai que des responsables d'innovation. Classique en type de recherche. J'ai 2436 résultats. Okay, là, je vais chercher à affiner un peu parce que déjà, je n'ai pas le temps de m'adresser à tous ces gens-là et parce que ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, je vais me dire que je vais commencer par la région parisienne. J'ai 836 résultats, ça devient un petit peu plus raisonnable. Je peux ajouter d'autres feeds si je veux, mais globalement, c'est déjà une première bonne base. Donc là, vous voyez, j'ai bien que des responsables innovation. Alors là, j'ai chef de projet innovation. Ils sont allés un petit peu à l'encontre de ma recherche, mais globalement, vous voyez, j'ai quasiment que des responsables innovation. Bon, super intéressant. J'ai cette recherche. Qu'est-ce que j'en fais? J'ai mon plugin Prospecting qui tourne. Je peux choisir une campagne déjà existante ou créer une campagne. Je peux choisir le nombre de profils à exporter. Ici, en l'occurrence, j'en ai 836. Je crée ma campagne, j'en utilise une existante, peu importe, et je valide. Donc, là, je vais demander à Prospecting d'extraire la totalité de ces profils. Ils vont s'extraire où? Dans mon CRM externalisé, gratuit, pendant une certaine période, de Prospecting. Nous y voici, nous y voilà. Donc là, on est sur le CRM Prospecting et vous avez vos différentes campagnes qui peuvent runner. Donc en l'occurrence, là, j'avais choisi les commerciaux qui étaient depuis moins d'un an en poste. Alors là, c'est une strate un peu tricky que j'ai, mais moi, j'aime bien me dire que quelqu'un qui vient d'arriver en poste, il va vouloir faire ses preuves et donc il va potentiellement être plus facile à convaincre pour essayer de pousser une solution un peu innovante au sein de ses équipes. Donc, c'est un peu la façon que j'ai, moi, de voir les choses. Je voulais m'adresser à plein de startup programme managers aussi. Voilà, j'en avais 186, je suis allé les extraire. Bon, c'est des exemples très concrets. Donc là, vous voyez, j'ai la liste. C'est l'équivalent de l'export qu'on pourrait vouloir faire de nos responsables innovation ici. J'ai la différente liste de tous les profils que j'ai extraits. OK ? Une fois que j'ai fait ça, je peux avoir un certain nombre de filtres. Okay, et donc, partons du principe que normalement, toutes ces personnes, je ne suis pas connecté avec eux. Alors, peut-être que j'en ai plus ici. Voilà, des non connectés, il m'en reste 19. Eh bien, je peux aller sur l'onglet Connexion. Je peux sélectionner tous mes profils et je peux automatiser l'envoi de demandes de connexion à l'ensemble des profils. Donc là, j'en ai 19, je peux en avoir 150. Il va envoyer 150 demandes de connexion automatisées. Par feedback perso, moi, je ne mets pas de notes dans ma demande de connexion. Déjà parce que vous êtes limité à 300 caractères et parce que vous donnez l'occasion de vous faire refuser la demande de connexion. Puisque potentiellement, votre message ne sera pas adapté, ne va pas plaire, ne va pas séduire ou peu importe. Le seul objectif que vous avez dans une demande de connexion, c'est que la personne se connecte à vous. Donc, ne donnez pas de bâton pour vous faire battre. Juste faites une demande de connexion. Il y a quand même beaucoup moins de personnes qui refusent une demande de connexion que des personnes qui la refusent avec une note. Donc, voilà, il y a eu des études qui ont été faites par des agences un peu, et la plupart disent que c'est plus intéressant sur des gros volumes de ne pas mettre de notes. Donc moi, à titre perso, j'en mets pas. Une fois que ces gens sont connectés avec vous, donc là, on peut filtrer les connectés, j'en ai 70, je peux très bien aller dans Messages et faire ma nomenclature de messages. Là, c'est la première prise de contact, donc c'est mon premier message. Et je peux, hop, bam, et j'automatise et j'envoie mon message à tous ces gens. Elliot, bonjour Elliot. Et après, je peux très bien faire un message de relance en me disant, bah, tiens, j'ai eu mon premier message, j'ai exfiltré tous ceux qui avaient répondu à mon message, par exemple, a répondu. Donc là, j'en ai plus que 24. Donc non, du coup, je vais prendre n'a pas répondu plutôt. Et donc là, j'en ai 46 et je peux envoyer un message de relance à ces 46. Et j'automatise. Pas d'aboum. En version gratuite, vous avez 7 jours de test, 7 jours d'essai et vous avez un certain nombre d'actions qui vous sont autorisées. Là, moi, j'ai passé cette période. Je n'ai pas pris la version payante parce que j'ai arrêté mes campagnes en ce moment. Et donc là, si en gratuit, je suis limité à 13 vues, à 13 demandes de connexion, à 15 envois de messages, et ainsi de suite. C'est très limité. Vous avez après la formule payante. Phantom Buster, qui du coup n'est pas embarqué dans un CRM, c'est vraiment juste sur leur site que vous allez rentrer vos URL,
vos keys LinkedIn, ça va extraire des fichiers Excel, vous allez pouvoir traiter ces fichiers, réutiliser les fichiers, mais vous pourrez globalement faire la même chose. Vous avez 14 jours d'essai avec 1 heure de scrapping par jour. Donc, ça fait quand même 14 heures de scrapping, c'est largement suffisant. Et après, en gratuit, une fois votre freemium passé, vous avez 10 minutes de scrapping par jour, ce qui, pareil, sur des bases assez restreintes, peut être largement suffisant pour extraire les données dont vous avez besoin. Et en payant, pardon, j'oubliais, donc là, vous voyez, ça rentre dans une file d'attente. Pourquoi une file d'attente? C'est parce que Prospectin respecte les consignes de l'algorithme de LinkedIn pour éviter de vous taguer comme un robot. Donc, il va envoyer les demandes avec un certain laps de temps entre chaque demande. Il va envoyer les messages avec un certain laps de temps entre les messages, de manière à respecter un petit peu votre condition humaine et faire en sorte que LinkedIn ne vous banne pas parce que il vous identifie comme un bot. Donc ça, c'est la notion de file d'attente. Et en payant, vous pouvez avoir accès, pour ceux qui le souhaitent, à des phases de scénario. Donc là, c'est encore plus poussé que ce que je vous ai montré. C'est dans l'onglet ici, la partie scénario vous permet de mettre en place des scénarios d'office. Tu envoies un scénario avec vue de profil. Ensuite, 2 jours après, tu demandes une connexion. Ensuite, 1 journée après, tu envoies le premier message. S'il n'a pas répondu au bout de 3 jours, tu lui renvoies un message. S'il a répondu à cette relance, tu le sors du scénario et je le traite à la main. Après, au bout de 4 jours, il n'a toujours pas répondu. Je lui fais un dernier message en lui disant que s'il veut éviter le spam, il faut qu'il me dise si ça l'intéresse ou pas, qu'il me redirige vers la bonne personne. Peu importe. Mais vous pouvez mettre en place cette typologie de scénario. Attention, moi, je n'utilise jamais de scénario pour une raison simple, c'est que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Ça m'est arrivé de subir, entre guillemets, des scénarios de certaines personnes. Et quand c'est mal fait, ça se voit tout de suite. Et alors, moi, personnellement, ça me refroidit complètement, quoi. Un scénario mal fait où je lui ai déjà répondu et je reçois encore un message absolument pas adapté à ma réponse. Très honnêtement, c'est kick direct, rage quit, je ne veux plus entendre parler de toi. Sauf, bien évidemment, jusqu'à ce que la personne te dise pardon, je fais une erreur, excusez-moi. Bon, bref. Mais attention au scénario, ça peut être intéressant. Et il y a un petit feedback un peu rigolo qu'on a eu, et je vous lâche là-dessus. Ça peut être intéressant parfois de faire des fautes dans vos messages quand vous faites de l'automatisation. Alors, évitez de laisser le bonjour first name, hein, mettez la bonne nomenclature au moins pour qu'il y ait le bon prénom de la personne, même si parfois ça peut servir. Mais une petite faute d'orthographe légère, ça permet de montrer que ce n'est pas un bot. Ou que vous savez vraiment pas rédiger le bot. Mais souvent, quand il y a une petite erreur, les gens se disent « Ah, bah, il a vraiment tapé, il a fait une erreur de frappe ou un machin. » Voilà, ça peut être aussi un petit truc. En tout cas, nous, ça nous a permis parfois de créer des conversations. Florent, lui, s'était foiré sur son test. Il avait envoyé bonjour first name. Et le mec a dit bah, c'est cool, mais mon prénom, c'est pas first name. Et du coup, ils avaient engendré la conversation. Ils s'étaient bien marrés. Ils avaient fini par aboutir sur un truc. Donc, tant mieux. Mais je pense que c'est pas la majorité des cas. Voilà pour Prospectin. J'ai terminé. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Sinon, Merci à vous tous et toutes. merci. Surtout, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Il est dans la conversation et copiez-le au moins avant que le Zoom s'arrête. Merci à vous. C'était super de passer un moment avec vous. J'espère que vous en avez bien profité. N'hésitez pas à nous fournir des feedbacks. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Et j'espère à très bientôt pour certains, pour ceux qui veulent qu'on échange de leur projet. J'ai mis le formulaire dans le chat encore Parfait. une fois. Merci Vandril pour ton intervention qui était super utile. Et je vais m'assurer de récupérer le support pour ensuite vous envoyer à tous. Et merci d'avoir assisté à cet atelier. Pardon. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.